de l'activité dans le domaine. Donc, vous verrez que comment, si vous êtes dans une grande entreprise, eh bien, comment vous pouvez mener une innovation et puis la mettre en place et naturellement gagner les dividendes de cette innovation. Ça veut dire qu'il y aura une partie du marché qui sera absorbée par votre innovation. Donc, ça, c'est quelque chose donc, de très intéressant. Donc, j'ai demandé ça pour une expérience chez Colas et j'ai donc demandé aussi pour une expérience donc chez BASF. Donc chacun de ces conférenciers, alors en général le sujet peut varier d'une année à l'autre. Vous allez voir, ils vont choisir le sujet qui leur convienne et qui est à la mode à chaque fois. Et puis que en général c'est très passionnant. Et enfin il y aura une quatrième partie avec moi, ça sera les eurocodes. Alors les eurocodes, c'est quoi? Eh bien c'est que maintenant les codes de construction en béton notamment sont réglementés, donc sont réglementés, vous allez voir, sont réglementés d'une part pour la qualité, pour avoir des bétons qui sont de bonne qualité pour l'utilisation en Europe. Et aussi, ce qu'on dit un peu moins fort, c'est pour protéger le marché européen. D'accord? Donc, les codes européens, les eurocodes, c'est aussi pour ça. C'est que les grandes industries sont allées là, ils ont participé pour que donc leur marché soit un peu plus protégé. Un exemple des marchés très protégés, le marché japonais. Le marché japonais a des codes qui lui sont propres et qui protègent le marché japonais. Ça veut dire qu'ils ont des contraintes extrêmement sévères et pratiquement il n'y a que les Japonais qui participent et qui répondent à leurs appels d'offres. Parce que, donc, vous savez, c'est un pays sismique et puis ils ont une longue tradition d'industrie de construction qui a donc ses propres codes. Donc, ça, c'est très important. C'est très important parce que quand vous allez avoir votre premier entretien chez un cimentier ou chez un industriel de construction, donc il va commencer à vous parler de comment il travaille. Donc il est très important que vous ne soyez pas perdu et que vous sachiez dire que oui, je sais que il y a des codes à respecter, notamment cela, et est-ce que vous êtes équipé pour faire tels essais? Sinon, est-ce que vous sous-traitez à telle ou telle autre entreprise? Quelles sont les entreprises chez lesquelles vous pouvez sous-traiter certains essais? Mais en tout cas, il est très important que vous vous montriez extrêmement averti sur les codes, sur les eurocodes, qui sont maintenant largement adoptés. Il y a eu d'abord, c'était lors de l'entrée en Europe, ça n'a pas été fait à temps. Il y a eu des modifications. La France a apporté des petites modifications pour son marché propre. Donc il y a eu des normes françaises qui sont venus compléter les eurocodes, et ça, c'est très important. Alors, comme cet enseignement va être un peu sous forme de, je dirais, ça risque de faire un peu catalogue, d'accord? Je l'ai organisé en projet. Ça veut dire que je vais vous donner l'ensemble des eurocodes, et vous allez choisir chacun une partie. Donc, vous êtes une trentaine, eh bien, vous choisissez chacune une partie. Alors, il se peut qu'il y ait une partie qui soit faite par 2 personnes, par 3 personnes, c'est pas grave. Ça sera justement l'occasion d'un débat entre eux. Et puis, cette partie-là, vous l'exposez et vous les complétez.
vous faites une petite présentation de 10 minutes, hein, et vous expliquez comment, avec des photos que vous allez piocher à droite et à gauche, hein, vous pouvez choisir sur Internet, apporter des compléments que vous jugez utiles, et puis faire un petit exposé de 10 minutes à vos camarades. Donc, l'intérêt de cela, c'est que on va créer une discussion autour de cela, et donc l'enseignement sera fait sans qu'il y ait sans qu'il ce soit sous forme de catalogue présenté par une personne. D'accord? Donc, ensuite, vous aurez un examen pour ce qui est de ma part. Donc, vous auriez un examen qui sera court, hein, qui sera de l'ordre de 1 heure seulement, hein, et vous aurez 4 parties. Les 4 parties qui me concernent, ça veut dire les parties qui sont les calculs de modélisation, hein, comme je vous ai appelé les modélisations chimio-mécaniques, hein, et la partie qui sera sur les pathologies, d'accord? La partie qui sera sur les orocodes, donc je vous donnerai quelques exemples d'application des orocodes et vous les développez. Donc, c'est à partir des conférences que vos camarades ont faites, hein, des présentations que vos camarades ont faites. Et puis, enfin, il y aura des questions pertinentes sur les 2 conférenciers qui sont sous ma coupe, hein, qui sont donc de Colas et de BASF. D'accord? Donc, vous aurez un examen là-dessus. Alors, comment, bien entendu, vous aurez aussi une évaluation de travaux pratiques faite par Madame Canizo, et vous aurez un petit examen aussi qui sera fait par Madame de Noirfontaine sur la partie matériaux cimentaires, laboratoire, mesures, etc., hein, que vous verrez. Donc, vous aurez avec elle des cours et des travaux dirigés, et donc vous aurez ainsi tout l'éventail des matériaux cimentaires qui sera vu. Alors, ce que je voulais vous dire dès maintenant, c'est qu'il y aurait forcément des redites à droite et à gauche. Hein, ne soyez pas étonnés, parce que souvent il arrive que les étudiants se disent « Ah, mais ça a été dit là, ici ça a été redit. » Et oui, il y aura des redites, parce que quand vous comptez qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervenants qui vous parlent à chaque fois des matériaux cimentaires, eh bien forcément, ils vont commencer à dire qu'est-ce que c'est le ciment, d'où est-ce que ça arrive, quel est son historique, eh bien pour introduire leur cours. Hein. Donc finalement, il va y avoir des redites, mais soyez polis, hein, écoutez-les, et raison de plus, posez les bonnes questions, posez des questions pertinentes donc à ce sujet. Voilà. Alors donc là, je vais commencer mon cours par les matériaux cimentaires. Donc je vais vous faire une présentation générale, et ensuite on va parler ensemble cette séance. On va parler donc des pathologies. Hein. Donc c'est les 2 séances de l'après-midi, les 3 séances même de l'après-midi. On va parler des pathologies. Voilà. Et enfin, donc je vous verrai demain matin aussi. Hein, donc demain matin, nous serons ensemble. Cette fois-ci, nous serons en présentiel. Donc attendez que je vérifie les dates, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Voilà. Donc demain matin, je serai en présentiel donc avec vous, et cette fois-ci, je vais vous faire un peu d'enseignement de modélisation. D'accord? Je ferai un enseignement de modélisation, et le lendemain après-midi, je vous aurai également, eh bien, on fera ensemble une étude de cas.
Une étude des cas, ça veut dire c'est un grand problème qui est décortiqué étape par étape ensemble, hein, sous forme de travaux dirigés, mais de travaux dirigés orientés. Voilà. Et puis, donc, après-demain matin, donc le jeudi matin, vous aurez votre première conférence qui sera donc la conférence de Monsieur Oza que je viendrai vous présenter. Ça sera en présentiel aussi. Donc voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur notre sur Collaborate? Donc, je vais vous mettre les eurocodes. Hein. Donc, c'est une présentation sous forme de fascicule, hein, que je vous demande de le regarder tout seul, hein, et puis vous départagez ce que vous allez faire. D'accord? Et la présentation des eurocodes aura lieu donc dans 2 semaines. Hein, dans 2 semaines, nous aurions une journée le jeudi, hein, qui sera en distanciel, et vous allez me présenter chacun votre PowerPoint et vous me l'envoyez aussi, et donc je donnerai une note de projet à cette occasion. Voilà. Donc, commençons. Donc, déjà, les matériaux cimentaires que vous connaissez sous forme généralement sous forme de béton. Hein. Mais il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas que le béton, il y a les matériaux cimentaires qui sont fabriqués en préfabrication pour faire des tuyaux, pour faire vous savez que les tuyaux en plomb doivent tous disparaître compte tenu des effets nocifs de la toxicité du plomb, hein, et compte tenu des coûts, il est prévu de le remplacer par des tuyaux qui sont faits en matériaux cimentaires. D'accord? Donc, il faut faire tout ce qu'on faisait avec les tuyaux, hein, ça veut dire une extrusion, la mise en forme par extrusion, eh bien, il faut le faire avec les bétons, avec le ciment. D'accord? Alors, la chance que nous avons avec les ciments, eh bien, c'est que le ciment qui est hydraté, qui est mélangé avec l'eau, passe par pratiquement toutes les formes de comportement. Au début, quand vous avez mis un peu d'eau avec votre ciment, eh bien, vous allez voir, vous ne mettez pas que de l'eau, hein, vous mettez du sable, vous mettez plein de petites choses, hein, et vous mettez surtout de la chimie, hein, pour contrôler la prise. Eh bien, au début, c'est sous forme de liquide. Après, ça devient de plus en plus visqueux, hein, il y aura un comportement visco-élastique, et à la fin, il va y avoir donc un comportement plutôt élastique avec des fissurations éventuelles. Donc au début, c'est tout simplement avec des régomètres que vous établissez le comportement. Ensuite, eh bien, c'est une période pâteuse, hein, qui est très intéressant pour faire la mise en forme. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin et c'est sur cela que nous allons faire notre modélisation dans les jours qui viennent, eh bien, c'est que nous allons profiter de cette période pâteuse qui est visco-élastique, hein, pour savoir comment mettre en forme le matériau. Pour les matériaux métalliques, eh bien, il faut chauffer. Il faut chauffer à haute température pour que les métaux deviennent viscoélastiques et que vous puissiez les mettre en forme. Eh bien, avec le béton, hein, avec les matériaux cimentaires, vous n'avez pas cela à faire. Parce que naturellement, hein, pendant un laps de temps,
eh bien, la matière sera eh bien, viscoélastique et vous n'avez pas besoin de monter à haute température pour les mettre en forme. Et donc, notre modélisation va viser ce laps de temps. Donc, en général, avec la chimie, on essaie d'avoir cette période qui soit la plus longue possible et on va profiter pour savoir comment eh bien, la matière va se déformer compte tenu des chargements que l'on va appliquer. D'accord? Donc voilà. Et puis enfin, donc le matériau sera dur, ça sera le matériau que vous allez utiliser dans les grandes structures, et il faut faire attention que là, il n'y ait pas de déformation. Imaginez que vous faites un pont et que le pont finit en 10 ans, en 20 ans, à 30 ans, à fluer et devenir quelque chose de complètement courbé. Et naturellement, tout ça, c'est pas bon. Hein, vous construisez et le bâtiment qui continue. Au début, quand les acheteurs viendront, eh bien, ils sont tout contents, hein, mais après 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous voyez que le matériau s'affaisse et donc, il faut faire attention. Le bâtiment qu'on construit, c'est pas pour faire une mise en forme, hein, donc au contraire, il faudrait pas qu'il y ait de flux, il faudrait pas qu'il y ait de relaxation, etc. Donc, ce sont des modélisations que vous avez touché à cela, hein, avec les enseignements de modélisation que vous avez fait avec votre enseignant. Vous l'avez fait aussi en polymère, hein, vous avez touché à des méthodes de modélisation viscoélastique, mais nous allons les appliquer aux matériaux. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un domaine tout à fait nouveau pour vous, mais vous connaissez. Donc voilà, donc regardez ce tableau hein, que l'on va vous montrer sûrement plusieurs fois lors de chaque conférence. Hein, c'est pour vous dire que regardez la production du béton hein, en millions de tonnes. Quelle est la situation donc actuellement hein, par rapport à ses concurrents qui sont l'acier, le bois, les plastiques, le papier. Vous voyez largement hein, que c'est quelque chose donc de très très important. Hein, donc actuellement donc dans le monde, hein, eh bien vous avez 10 milliards de tonnes. Donc nous sommes 6 milliards, un peu plus. Eh bien, ça veut dire que chaque personne dans le monde, hein, Monsieur, oui. Excusez-moi, en fait, je crois qu'on est toujours sur la première page de votre PowerPoint parce que on voit rien en fait, on est toujours sur le titre. Excusez-moi, là vous voyez pas production annuelle? Non, en tout cas personnellement, hein, ça se trouve d'autres personnes le voient, hein, mais en tout cas moi je vois rien et je viens de recharger le. Qu'est-ce qu'il faut faire pour là vous ne voyez toujours parce que pas? ça se trouve d'être en plein écran où vous avez mis un diaporama et ça marche pas pour nous. Il faut que vous restiez sur le PowerPoint de base, je crois. Là vous voyez? Ouais, là on voit. Ouais. Ah bah, dis donc, j'apprends quelque chose. Donc il faut prévenir les conférenciers aussi. Hein, donc voilà, bah, écoutez, tant mieux. Hein, tant mieux, donc on apprend toujours quelque chose. Moi qui croyais être... Monsieur Voilà. On a loupé 5-6 diapos du coup. Est-ce qu'on peut repartir Je sais. Vous n'avez pas loupé, c'est moi qui me je suis en train de me chercher. Voilà. Non, mais pas de souci, ça marche, merci. Ça, c'est la première diapo. Après, j'ai fait quelques comparaisons. Ça, vous l'avez, la production annuelle? Vous avez la diapo? Ouais, on voit la diapo. Voilà. Donc, là, en principe, je dois maîtriser. Bon. Alors, vous voyez, je vais vous montrer la production annuelle du béton pour que vous sachiez que par rapport aux autres matériaux, c'est quelque chose de très important.
Et d'ailleurs, ça augmente. Hein. Ce sont les résultats que j'ai dit il y a 2 ans, hein, avec la production énorme de la Chine, qui est en plein développement. Hein, eh bien, il y a une augmentation exponentielle. Mais sachez que de l'ordre de 10 milliards de tonnes de béton par an, c'est énorme. Ça veut dire que chaque personne est responsable de 1 tonne de béton. Ça fait 1 tonne de béton par personne et par an. Donc, chacun de vous, hein, aujourd'hui, a élaboré 3 kilos de béton. Hein. Donc, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça fait? Donc, par rapport aux aciers, eh bien, donc vous voyez que le béton est largement en tête. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques du béton donc se rapprochent énormément de l'acier. Maintenant, vous avez des bétons avec le béton que Madame Delors-Fontaine vous expliquera. D'accord, il y a eu des bétons très avancés, il y a eu des bétons à ultra haute performance. Hein, ça veut dire des bétons qui ont des résistances semblables aux aciers. Hein, par exemple, en compression, des bétons de 800 mégapascales de résistance. Ce qui est énorme, hein, parce que les bétons couramment utilisés sont de 20 mégapascales. Hein, quand vous atteignez 800, et même en laboratoire jusqu'à 2000 mégapascales, donc là, vous dépassez les aciers courants. Hein, et donc, vous vous rendez compte que quand les bétons arrivent à être... on utilise la bonne chimie, hein, pour empêcher que le béton ait des retraits qui créent des petites fissures et qui abîment sa résistance, et puis aussi par sa constitution. Hein, vos camarades qui travaillent dans le domaine des bétons, eh bien, savent que donc la composition de béton, qu'est-ce que l'on met, comment on contrôle sa granulométrie, comment on contrôle les réactions puzzolaniques qui vont intervenir à différents niveaux, eh bien, cela va aboutir à une meilleure connaissance, donc une maîtrise des mécanismes et donc à une amélioration de la qualité du béton. D'accord ? Ensuite, le béton a d'autres avantages. Hein ? Regardez, donc là, je vais vous parler de la résistance à la compression, hein, qui est passée en année 1900 des bétons courants de 20 mégapascales. Alors bien entendu, maintenant, aujourd'hui, on ne fait pas toujours des bétons à 800 mégapascales. Tout l'art, c'est d'utiliser, quand il le faut, des bétons à 800 mégapascales. Par exemple, pour la première fois, les bétons à ultra haute performance ont été utilisés pour la bibliothèque François Mitterrand, hein, la bibliothèque, la grande bibliothèque de François Mitterrand. Là, il y avait 2 piliers, hein, que j'avais visités à l'époque, qui étaient absolument semblables. Eh bien, un des piliers était calculé à 800 mégapascales et l'autre pilier à une centaine de mégapascales. Pourquoi ? Parce que, en apparence, c'était identique, mais quand on n'avait pas besoin de 800 mégapascales, eh bien, on faisait quelque chose de plus classique. D'accord ? Donc, l'intérêt, c'est ça. On n'a pas besoin d'une structure qui soit éternelle, qui résiste à tout. Non. Il faudrait que les structures se renouvellent dans le temps. Il faudrait que... C'est ça aussi, hein, le développement durable. Le développement durable, ce n'est pas d'augmenter indéfiniment la durabilité. Il faudrait considérer les paramètres de gouvernance aussi. Il faudrait que de temps en temps, on soit amené à casser des structures en béton existantes. Donc, il ne faut pas que ça soit trop résistant pour pouvoir les casser, pour en créer d'autres plus à la mode et faire fonctionner la société, créer des emplois, etc.
Donc, c'est toute une stratégie avec un matériau qui peut être élaboré sur mesure. Il y a toute une stratégie de développement durable qui peut être adoptée. Hein, il ne faut pas croire que voilà, on va faire uniquement, bien sûr, ceux qui veulent promouvoir les bétons à ultra haute performance disent toujours que oui, on va faire des structures qui seront très fines, qui seront très aériennes. On va faire, le futur sera fait des structures en béton qui seront très aérées, qui pourront voler, qui pourront, etc. Hein. Aujourd'hui, on fait déjà des hélicoptères en béton, hein, des hélicoptères qui sont, en tout cas, qui sont protégés contre les obus par des éléments de béton. Hein, parce que le béton, finalement, est très léger. Hein, sa masse spécifique est de 2,3, hein, sa densité. Sa densité est de 2,3. Donc, c'est pas grand-chose. Hein, c'est à peu près l'aluminium. Hein. Donc, c'est largement plus léger que les aciers qui vont de 8 à 9, hein, suivant les types de l'acier de densité. Donc, on peut même se débrouiller en mettant des granulats de polystyrène à faire des bétons qui flottent, hein, qui ont une densité. On peut faire des bateaux, hein, qui ont des densités très très faibles. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, ça c'est très intéressant. Hein, on dit que les bétons c'est lourd parce qu'on met toujours des tonnes. Hein, mais en fait, sa densité, sa masse spécifique est très faible. Donc, je continue. Donc là, c'est un dessin qui a été fait par nos collègues de Lausanne, hein, par Madame Scribner, qui est professeure à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, hein, pour dire que bon, comment se situe le coût, hein, du béton. Donc le béton, finalement, retenez que 1 kilo de ciment, qui est l'élément le plus cher, hein, du béton, eh bien c'est 10 centimes d'euros. Hein, retenez ça. Donc, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de très bon marché. Et plus c'est bon marché, donc plus sa production est très importante dans le monde. Voilà. Et donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de formations où on enseigne correctement, hein, les matériaux cimentaires. Parce que vous allez dans les écoles de chimie, ou bien ce sont des polymères, ou bien c'est la métallurgie. Dans les écoles de construction, l'École nationale des ponts et chaussées, etc., ce sont des calculs qu'ils font, hein, mais comment élaborer du béton à ultra haute performance, là, vous faites parmi les rares, hein, formations qui consacrent des cours importants à cela. Voilà. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est la consommation de l'énergie pour la production des matériaux. Hein? Donc là aussi, vous voyez que la production des matériaux coûte en énergie. Donc là, c'est en gigajoules par tonne de matériaux produits. Hein? Donc vous voyez que dans une période de pénurie d'énergie, c'est très important de voir que, regardez, l'acier inox, eh bien, c'est 90 gigajoules par tonne, et donc le béton, c'est 1,4. Hein, c'est essentiellement l'énergie nécessaire pour fabriquer le ciment. Hein, le ciment, vous savez rapidement, hein, c'est de l'argile et du calcaire que vous mettez ensemble, et vous les portez à la fusion, hein, dans des proportions, bien entendu, 80% de calcaire et 20% à peu près de l'argile. Bon, bien sûr, on peut mettre d'autres choses, hein, et puis vous les portez en fusion à 1250 degrés.
Donc, vous avez quelque chose qui est sous forme de liquide, vous les séchez, vous diminuez la température, on appelle ça la trempe, et vous avez des petits cailloux que vous broyez, et voilà, vous avez le ciment. Donc, à la fin, il faut ajouter un peu de gypse, parce que sinon, la prise va être trop rapide. Donc, le gypse, c'est un poison à la prise, donc pour que la prise ne soit pas trop rapide. Comme la prise est exothermique, ça veut dire qu'il dégage de la chaleur. Si la prise est trop rapide, eh bien l'eau se met à bouillir. L'eau que vous avez mis, d'ailleurs c'est une expérience très intéressante que à un moment je le faisais en cours. À une époque, nous avions un master spécialisé dans les matériaux cimentaires. Ça veut dire toute l'année on ne faisait que ça. Eh bien, c'était un cours que je faisais et j'apportais du ciment qui n'était pas gypsé et l'eau avec, et ça se mettait à bouillir. L'eau commençait à bouillir parce que la réaction était tellement rapide que la chaleur dégagée par l'exothermie, eh bien, faisait bouillir l'eau. Donc, bien entendu, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc, on met du gypse qui atténue la vitesse de façon à avoir quelque chose d'utile. Donc, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs où le ciment n'a pas été gypsé et il y a eu donc des lots importants qui ont été utilisés dans une construction et l'entrepreneur a alerté tout de suite le cimentier et ils ont constaté qu'il y a eu une erreur pour gypser le ciment. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, le béton, finalement, est quelque chose qui consomme très peu d'énergie pour sa fabrication. Donc, vous voyez que ça devient très, très intéressant. Donc, il y a aussi les émissions produites, vous savez, du CO2, du SO2, des NOx et des poudres qui sont dangereux pour l'environnement. Donc là aussi, le béton est bien placé. Donc par exemple, pour les métaux, le CO2 produit en kilogrammes par tonne. Donc vous voyez, c'est une moyenne de 3000 kilogrammes par tonne. Pour le béton, c'est autour de 147. D'accord ? Donc, ayez ces ordres de grandeur en tête lors d'un entretien, c'est très bien. Donc, de pouvoir avoir quelques ordres de grandeur en tête, parce qu'on y manque pas mal. Donc, les poudres aussi, c'est très faible. D'accord ? Et en fait, le peu de CO2 qui est émis, c'est le CO2 émis pour la fabrication du ciment. Donc, vous savez que il y a la combustion des fossiles, des biomasses. Alors, on met n'importe quoi. On va chercher des biomasses, ça veut dire de tout matériau qui contient du carbone, ça se brûle à 1250 degrés, qui est la température de fusion du ciment. Donc, tout brûle. On va chercher dans les cantines les aliments qui restent, qui ont du carbone. On met des pneus qui ont du carbone, donc dans leur constitution. On met du fuel, on met tout ce qu'on veut. Et donc, il y a une production naturellement du CO2 du fait qu'on en brûle pour fabriquer du ciment. Et puis aussi, il y a la décarbonatation du calcaire. Alors, je vous ai dit que le calcaire, qui est on met à peu près 80% du calcaire et 20% d'argile. Le calcaire, c'est quoi? Le calcaire, c'est du CaCO3. Et quand vous chauffez le CaCO3, eh bien, du CaCO3, il y aura le CO2 qui va partir. Et il restera du CaO. Et c'est le CaO qui va ensuite se combiner pour créer le ciment.
D'accord? Donc, naturellement, dès que vous décarbonatez le calcaire, hein, il y a un dégagement du CO2. Ce dégagement du CO2, c'est inévitable. Parce que du moment que vous utilisez du calcaire, eh bien, vous avez la formation donc du CO2. Alors, beaucoup de vos camarades travaillent sur des projets pour diminuer la formation du CO2. Hein? Il y a différents projets qui existent. Déjà, on peut utiliser d'autres composés, hein, qui peuvent remplacer partiellement le ciment. Hein. Donc là, ils vous parleront des autres composés, hein, que l'on trouve comme résidus dans l'industrie métallurgique, etc. Et puis, il y a aussi l'idée d'utiliser du béton qui est un déchet. Ça veut dire quand on casse des structures, eh bien, vous avez du béton. Eh bien, le béton que vous utilisez, vous les introduisez dans les fours cimentiers pour les monter à la température de fusion. Alors, naturellement, ces bétons-là sont déjà formés et donc n'ont pas du CO2. C'est pas du calcaire que vous mettez, c'est du béton qui a déjà été débarrassé de son CO2. Donc, naturellement, il va produire moins du CO2. Alors ça, c'est un projet aussi extrêmement intéressant. Mais seulement, les industriels du ciment n'aiment pas trop ça. Parce que, bon, aller piocher du calcaire dans les carrières de calcaire, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'aller chercher des éléments de béton qui proviennent des structures démolies, ça coûte plus cher. Donc, mais ça contribue à baisser le CO2 produit. Et puis, il y a une autre façon de faire, et ça, c'est très pratique aussi, c'est qu'ils s'engagent à planter des arbres. Ça peut vous paraître bizarre, mais par exemple, l'Italie a obligé le groupe Italcementi, qui est un des groupes très importants, hein, qui est actuellement plus ou moins uni avec Heidelberg Ciment, hein, eh bien, on les a obligés, il a dit d'accord, nous avons des restrictions pour la production du CO2, eh bien, vous voulez absolument fabriquer vos ciments avec du calcaire, et donc vous avez une production du CO2, eh bien, rattrapez cela en plantant des arbres. Donc, naturellement, vous savez que les arbres, eh bien, sous les feuilles des arbres, sous l'effet donc des ultraviolets, hein, prennent le CO2, libèrent de l'oxygène et concentrent le carbone dans le tronc d'arbre. D'accord ? Donc, ils piègent le CO2, qui est donc un gaz à effet de serre, et fabriquent de l'oxygène avec. D'accord ? Donc, cette activité compense la production du CO2 qu'ils ont émis. Donc, vous voyez, d'un côté, ils fabriquent du ciment pour la construction, et d'un autre côté, ils plantent des arbres qui seront ensuite utilisés, hein, parce que les troncs d'arbres aussi seront utilisés ensuite pour fabriquer donc des éléments en bois, hein, qui servent aussi dans la construction. Hein, et comme ça, ils ont équilibré leur production du CO2. Mais maintenant, vous allez voir, il y a de nouveaux ciments. Donc, certains de vos camarades travaillent déjà dessus, hein, et sont en apprentissage dans ce domaine, et vous en parleront le moment venu quand ils vont présenter leur projet. Alors, donc ensuite on parle donc
de la pollution. Donc là aussi, vous voyez les différents éléments de pollution qui sont le nickel, le chrome, le mercure, etc., l'arsenic et tout. Eh bien, là aussi, quand vous comparez ce que contient 1 kilo de béton, donc ça c'est en milligrammes par kilo, vous voyez que, eh bien, si vous comparez la Terre, tout simplement, la Terre, et vous le comparez avec le béton, ben vous voyez que le béton, en général, en contient moins des produits nocifs. Donc, franchement, c'est un bon candidat. Donc, l'enseignement que nous allons vous faire, c'est pour un matériau qui a que des avantages maîtrisés pour les gaz à effet de serre, des avantages en tant que pollution, des avantages pour être transformé à des températures ambiantes, et non pas à des hautes températures comme en métallurgie, et en résistance qui augmente considérablement depuis les années 95, 1995, qui a eu la découverte des bétons à ultra haute performance. Eh bien, là, vous avez des bétons qui sont comparables avec les aciers, avec les métaux. Voilà. Alors donc, je vous parle rapidement de ces éléments, mais vous aurez des cours entiers qui seront consacrés à cela. Mais je dois vous faire quand même une présentation générale parce que je vais brancher les enseignements sur la pathologie là-dessus. Donc, je vous fais un exposé le minimum possible sur ces aspects-là, mais vous aurez avec Madame de Morfontaine des développements importants pour le ciment, les différentes catégories du ciment et comment on les fabrique, comment on peut comment ils évoluent, etc. Déjà, le ciment. Alors, je passe sur un peu les histoires, que les Égyptiens, ils ont découvert le plâtre, les Romains ont découvert la chaux, etc. Je passe. Regardez, c'est cette réaction dont je vous parlais. Le C1CO3, c'est le calcaire, qui dans un four cimentier se décompose en CaO, qui va passer dans la constitution du ciment, et du CO2. Et donc, c'est ce CO2 qui est, on dit, c'est la décarbonatation du C1CO3. C'était le gaz CO2 qui allait être dégagé de manière irréversible. Et enfin, le ciment, qui, on dit que ça a été créé fortuitement il y a 2000 ans par les Romains, parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, je vous ai dit que c'était un mélange du calcaire et de l'argile, et il se trouvait qu'il y ait des volcans près de Naples, eh bien, il y avait des volcans. Si vous avez voyagé en Italie, vous savez que près de Naples, il y a même des villages qui ont été ravagés par les coulées de Pompéi, c'est à côté de Naples, a été ravagé par des coulées de lave. Et donc, voilà. Donc, dans les volcans, de manière naturelle, le calcaire était mélangé avec de l'argile et était porté à une température de fusion. Donc, vous avez ce qu'on fait dans les fours cimentiers, eh bien, ça se passait de manière naturelle dans ces volcans. Et les cendres qui se dégageaient, eh bien, allaient retomber aux environs. Et les Romains, ils ont découvert que ces cendres ont une propriété particulière, c'est que dès qu'on l'on mélange avec de l'eau, eh bien, ça se transforme en une pierre. C'est donc très intéressant pour
pour faire des constructions. Donc, ils ne fabriquaient pas le béton, le ciment, mais ils exploitaient le ciment. Donc, les premières exploitations du ciment, eh bien, ça a été fait par les Romains. Donc, même, on remarque que les mortiers qui servent à relier les éléments de pierre du pont de gare, hein, eh bien, c'est fait avec du béton, avec du ciment en tout cas. D'accord? Et donc, ça, c'est très intéressant. Et après, on n'utilisa plus le ciment jusqu'aux années récentes. Hein, ça veut dire au début, donc fin 19e, au début du 20e siècle. Hein, jusqu'à là, eh bien, on a regardé donc comment, depuis les Romains, eh bien, donc il y a 2000 ans, hein, eh bien, le seuil de fabrication du ciment a été oublié. Et donc, c'est au début du 19e qu'on commence à redécouvrir donc le ciment. D'accord? Voilà. Alors, là encore, rapidement, comment on fabrique, hein? Donc, je vous ai dit qu'on portait en fusion. Eh bien, voilà. Au début, vous mettez du calcaire avec de l'argile, vous pouvez mettre également du sable, hein, parce qu'il faut du silicium. Donc, vous pouvez l'avoir avec du sable. S'il n'y a pas d'argile, il y a du sable souvent. Hein, il y a des endroits où il n'y a pas d'argile, mais il y a du sable. Eh bien, le sable peut remplacer, hein, l'argile pour fabriquer le ciment, parce qu'il faut une source de silice. Hein. Il faut une source de silice et une source de calcium. Hein. Et donc, avec ces deux éléments, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, il y a un peu de Fe2O3 aussi qui se trouve dans l'argile. Hein. Eh bien, vous voyez que les proportions, c'est à peu près 20% pour 80% du calcaire. Donc, on broie tout ça, hein, on préchauffe et on les met dans le four à cimentier. Regardez le four cimentier, c'est ça. C'est un four qui a à peu près 6 à 10 mètres de diamètre, hein, et la matière descend vers le feu. Donc le feu est là. Et la température monte au fur et à mesure que vous vous rapprochez donc du feu, eh bien la température monte. La température monte et autour de 1250 degrés, eh bien vous avez déjà le mélange qui est en fusion. D'accord? Et après, vous avez donc vous voyez, là, il y a les deux éléments essentiels du ciment qui sont le C3S et le C2S qui se forment. Et après, c'est la trempe. On refroidit, on a des cailloux qu'on appelle clinker et on les broie et on a du ciment. D'accord? Alors, je ne rentre pas dans le détail, étant donné que vous avez un cours qui serait consacré à cela. D'accord? Là, c'est le premier cours, c'est une présentation générale. Il y a d'autres choses, hein, que le C2S et le C3S. Alors, notez que C2S, le C, c'est pas du carbone. C'est une notation cimentière. Le C, c'est le CaO. Et le S, c'est le SiO2. D'accord? Donc, C2S, c'est CaO 2 fois, SiO2 1 fois. Là, C3S, c'est CaO 3 fois, SiO2 1 fois. Donc, ce sont des structures cristallines. Hein? Donc, vous verrez qu'avec les méthodes que vous expliquera Madame de Noirfontaine, eh bien, vous pouvez, aux rayons X, comme ce sont des éléments cristallins, hein, vous pouvez les détecter, les quantifier, etc. Et il y en a d'autres. Hein, en plus faible quantité, il y a du C3A. Là, c'est CaO, donc 3 fois, et A, c'est Al2O3, 1 fois.
D'accord? Donc, en fait, ce sont des oxydes. Hein. A, c'est Al2O3. Il y a le C4AF, ça veut dire CaO 4 fois, Al2O3 une fois, et Fe2O2 une fois. D'accord? Donc, vous voyez, il y a d'autres éléments aussi qui, chacun, joue son rôle. Et tout ça, donc, eh bien, on le broie et puis on met ça en conteneur et puis on l'envoie. Donc, notez que ce temps de séjour est de 30 minutes seulement. Donc, en 30 minutes, on est passé d'un mélange de calcaire et d'argile à un ciment. D'accord? C'est très intéressant, ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop longtemps que pour fabriquer. Bon, il faut monter à haute température. Et vous savez, donc l'intérêt aussi, c'est que à des températures supérieures à 1200 degrés, tout brûle. Tout brûle, donc vous pouvez mettre, pour alimenter sur feu, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc ils mettent des résidus alimentaires. Dès qu'il y a du carbone, ça brûle. Donc le feu ne revient pas trop cher. Voilà. Alors donc, là, les productions annuelles, c'est juste pour vous présenter les cimentiers les plus présentes en France. En France, il y a déjà Lafarge et Holcim qui se sont unifiés. Lafarge Blue Circle a sa propre production, Holcim aussi a sa propre production, mais ils sont sous gouvernance commune. D'accord, ça c'est très intéressant. C'est Lafarge qui était le numéro 1 mondial des matériaux de construction, Holcim était le numéro 1 mondial du ciment. Eh bien, ils ont réuni leurs forces pour devenir le numéro 1 mondial encore plus du ciment. D'accord? Donc ça, en France, vous avez les puissants qui sont là. Lafarge et Holcim, qui s'appellent d'ailleurs Lafarge-Holcim. Alors, il y a des usines qui appartiennent à Holcim, d'autres qui appartiennent à Lafarge, et d'autres qui appartiennent aux deux. Et le siège social, c'est en Suisse, et d'autres sièges sont en France, mais ils s'entendent très bien. Ils ont un même PDG, et les usines fonctionnent très bien ensemble. Ensuite, il y a Cemex. Cemex, c'est mexicain. Donc, l'homme le plus riche au Mexique, c'est le patron de Cemex. Cemex, c'est Cement et Mexique. D'accord? Vous voyez, Cemex. Et puis, c'est de là aussi qui se sont réunis. Italcementi Group, qui est italien, qui vendait beaucoup de ciment. Il était le numéro 2 en Europe. Et Heidelberg Cement, qui était allemand. D'accord? Là aussi, ils ont réuni leurs forces. Et donc, maintenant, c'est un seul groupe. D'accord? Alors, c'est plutôt Heidelberg. Là, ce n'est pas comme Lafarge, Holcim, qui se sont partagés les rôles. Là, c'est plutôt Heidelberg Cement qui gouverne, qui est le patron de l'Italcementi Group. Et donc, les Italiens ne sont pas contents. Donc, Calcia, etc., c'était des ciments du Maroc, aussi qui appartenaient à Italcementi. Maintenant, ils appartiennent à l'ensemble du groupe. Mais il y en a d'autres fabricants. Donc, je vous ai dit, ici, je vous ai parlé des fabricants européens. Et puis, bien entendu, il y a les fabricants chinois. Alors, en Chine, il n'y a pas de groupe leader, mais il y a beaucoup de groupes qui sont très puissants. Et ensuite, il y a l'Inde qui produit énormément. Il y a naturellement le Mexique. Il y a l'Iran qui produit énormément aussi. Et donc voilà. Donc c'est très intéressant.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hydratation? Alors, je vous prie de bien noter ce qui se passe dans l'hydratation, parce que c'est très important pour ensuite contrôler les pathologies. Hein, les pathologies, c'est ce qu'on va... Il y a beaucoup de pathologies. Hein. Je vous en parlerai des petites pathologies. Hein. Il y a la carbonatation, il y a des petites choses comme ça, mais il y a des grosses pathologies. Les grosses pathologies, ça veut dire qu'ils font éclater le béton dans son cœur. Et ça, c'est terrible. Il y a des ouvrages qui ont été mal dimensionnés. Vous savez que dans les années 70, il y a eu des constructions en béton partout, hein, en France notamment, et c'était pas tellement bien maîtrisé. On ne savait pas faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des ouvrages qui sont restés. Bon, depuis les années 70, c'est pas très vieux, hein. Les années 70, bon, ça fait 50 ans, mais 50 ans en termes d'ouvrage, c'est pas vieux. En termes d'âge, hein, si vous voulez, c'est pas vieux non plus, hein. Bon, je me considère pas trop vieux. Donc, mais pour des structures, c'est vraiment jeune, hein. Pour des structures, c'est très jeune. Hein. Des structures doivent vivre des siècles. Hein. Quand vous avez construit un pont et que vous êtes obligé de casser ce pont, quand vous avez construit des barrages et que vous êtes obligé de casser les barrages, eh bien, ça coûte cher. Ça coûte cher, et ça, c'est parce que l'hydratation n'a pas été bien maîtrisée. Alors, l'hydratation, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est quand on met de l'eau dans le ciment. Quand on met de l'eau dans le ciment, eh bien, on dit l'hydratation du ciment. Et les produits obtenus avec l'hydratation du ciment, on les appelle des hydrates. D'accord? Les hydrates, ça veut dire que l'eau s'est recombinée avec le ciment. D'accord? Alors, vous allez trouver bizarre, hein, mais les mécanismes de fabrication des hydrates, hein, eh bien, sont très intéressantes de la manière suivante. En fait, le ciment, c'est comme un sel. D'accord? C'est comme un sel. Quand vous mettez du sel, le sel de cuisine par exemple, dans de l'eau, eh bien, il se trouve que l'eau qui a une structure polaire, ça veut dire qu'il y a un côté moins, un côté plus, deux côtés plus, hein, parce qu'il y a deux hydrogènes pour un oxygène, et puis un côté moins, donc il y a une structure polaire, hein, il y a des ponts hydrogènes qui se créent, eh bien, va dissocier le sel, et il va y avoir du Na+, et il va avoir du Cl-. Donc, le sel NaCl va être dissocié, et vous allez voir rien du tout. Donc, il faut goûter l'eau salée pour savoir que l'eau est salée, parce que ça a été dissous. Parce que, en raison des caractères polaires de l'eau, eh bien, NaCl se dissout. Eh bien, le ciment se dissout aussi dans l'eau. Mais seulement, il va y avoir, avec les hydrates, une structure stable qui va apparaître. Donc, autant le produit de la dissolution était complètement instable dans l'eau pour le NaCl, eh bien, le produit de la dissolution avec l'eau, hein, avec le ciment, va être extrêmement stable. Donc, les mécanismes, c'est que d'abord, le ciment va se dissoudre. Hein. Ensuite, les éléments de dissolution vont diffuser et ils vont reprécipiter en un composé extrêmement stable qui va être une combinaison de CaO,
hein, parce que je vous ai dit que, par exemple, le C3S, hein, c'est une structure cristalline avec 3 fois CaO, 1 fois SiO2. Hein, donc, vous allez avoir du SaO et SiO2 qui vont se balader dans l'eau. Hein, ça a été dissolu, il y a eu une dissolution et puis après, ils vont diffuser et ils vont se reprécipiter, mais cette fois-ci avec l'eau. Donc, la combinaison de l'eau, du CaO et du SiO2 va faire une structure qu'on appelle CSH. C pour CaO, S pour SiO2 et H pour H2O. Alors, combien? C'est très variable. La composée obtenue n'est pas stoichiométrique. Donc, vous avez X fois du CaO, Y fois de SiO2 et Z fois H2O. Donc, d'un point à un autre, les rapports entre CaO, SiO2 et H2O changent. Mais le composé obtenu, donc c'est pour ça que le ciment hydraté est difficilement décelable aux rayons X, parce que c'est plus tout à fait un gros cristal. Ce sont des nanocristaux. Hein? Regardez par exemple les dimensions. Hein? Les dimensions, donc là, c'est une image que j'ai obtenue donc, en microscopie à transmission, hein? du ciment hydraté. Là, c'est un grain de fumée de silice. Là, ce sont des grains de ciment qui ne sont pas encore hydratés. Là aussi. Hein? Et là, vous avez le CSH, ça veut dire le ciment qui est hydraté, les silicates de calcium hydratés. Alors, vous voyez que c'est un peu structuré. En fait, quand on regarde, on voit que ce sont des petites structures mal cristallisées. Hein, mal cristallisées, ça veut dire qu'il y a du CaO, du SiO2, du H2O, mais dans des quantités qui sont variables d'un point à l'autre, mais ce sont des nanocristaux. Alors, on les appelle les nanocristaux, hein, parce que regardez, si vous regardez les dimensions, là, c'est 100 nanomètres. Donc là, la taille de ces cristaux, c'est de l'ordre de 10 nanomètres. Hein? Et donc, c'est pour cela que donc, dans les conférences de nanomatériaux, eh bien, donc, je présente les matériaux cimentaires comme les nanomatériaux. Hein? Donc les gens sont étonnés parce que quand ils parlent de nanomatériaux, en général, on parle des composés utilisés dans l'électronique, etc. Hein? Et donc, on peut avoir donc le ciment aussi qui s'hydrate, eh bien, passe par des nanomatériaux, et c'est en contrôlant par la chimie la structure des nanomatériaux qu'on peut avoir des comportements tout à fait différents. Et pour chaque comportement, on peut avoir des procédés de fabrication, de mise en forme qui seront des fois optimales et qui permettront de gagner beaucoup d'argent. D'accord ? Donc, il y a finalement plus d'argent derrière les constructions en matériaux cimentaires qu'il y a dans les semi-conducteurs, hein, par la maîtrise des nanomatériaux, hein, qui sont donc ces matériaux cimentaires. D'accord ? Donc, il ne faut pas avoir honte de dire que les nanomatériaux, eh bien, il y a des bétons aussi, hein, dans leur structure, ce sont des nanomatériaux. Mais tout est dans la maîtrise de tout ça. Alors aujourd'hui, on arrive à maîtriser. C'est la constitution de ces nanomatériaux et de leur donner des propriétés particulières. Alors souvent, il y a des entreprises qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, mais qui sont très calées pour utiliser la chimie. Hein? L'industrie des fluidifiants, des superplastifiants et tout ça, c'est ça. Hein? Il y a des entreprises qui mélangent de manière géniale
hein, des produits chimiques, hein, et ils voient que ça a des propriétés formidables pour leur béton. Et ils brevettent ou ils ne brevettent pas, hein, et ils ont un matériau qui va être utilisé par eux seulement parce qu'il n'y a que eux qui ont le secret. D'accord? Et de plus en plus, on évite de breveter. Hein, ça, c'est très, très particulier parce que les gens ont peur que les brevets soient détournés. Hein, et c'est compliqué, il faut entretenir le brevet, etc. Donc, ils essaient de cloisonner, hein, les équipes. Ils donnent des noms particuliers aux éléments chimiques qu'ils additionnent avec dans leur formulation pour que les gens qui travaillent ne sachent pas trop qu'est-ce que c'est. Ou bien ils donnent des noms génériques. Hein, ils ne parlent pas trop de la provenance, etc. Mais c'est très intéressant. Hein, c'est très intéressant. Et par exemple, nous avons essayé donc on avait trouvé un élément chimique qui était utilisé dans une formulation et qui donnait des propriétés très intéressantes. Eh bien, on a su qu'en fait, il y a une compagnie ne fabriquait pas ce produit chimique. Il l'achetait d'une autre compagnie qui n'avait pas découvert ses propriétés pour le ciment et le revendait pratiquement tel quel avec un autre nom. Et ce sont souvent des macromolécules qui sont difficiles à analyser. Eh bien, ils avaient carrément engranger tous les bénéfices de ce produit chimique qui était en fait fabriqué par une autre compagnie. Mais tout ça, avec beaucoup de cloisonnement et beaucoup de secrets, c'est ainsi. Hein, c'est ainsi l'entreprise. D'accord? Donc, d'autres entreprises veulent savoir comment ça se construit, comment ça se fait, mais vous n'avez pas besoin de tout savoir pour développer votre entreprise et gagner beaucoup d'argent. Hein. Donc, derrière ce qu'on dit, les fluidifiants, réducteurs d'eau, les fluidifiants, expansants, etc., etc. Donc, il y a toujours beaucoup de chimie et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez? Donc là, je passe, ce sont les couches. Là, sur ça, vous verrez avec Madame de Noirfontaine, hein, comment les hydrates sont constitués. Hein, voilà, donc je passe. Alors, voilà, là, c'est une image extrêmement intéressante pour vous donner le potentiel des choses que l'on peut faire avec le matériau cimentaire. Alors là, c'est une image obtenue avec le synchrotron. Hein, donc, le synchrotron, vous savez, ce sont des rayons X, mais des rayons X à très, très grande luminosité. Hein, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Hein, beaucoup. Et ça, c'est produit. Alors, nous avions en France le synchrotron qui était le SRF, le synchrotron de Grenoble, qui était le plus puissant d'Europe. Hein, mais c'était fait avec beaucoup d'entreprises et qui fonctionnent toujours, hein, qui sont avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec l'Allemagne, etc. Mais c'était construit à Grenoble. Et beaucoup de nos stagiaires à l'époque allaient là, hein, pour travailler. Eh bien, ce synchrotron, comme c'est très lumineux, hein, eh bien, vous donne des résultats que vous ne pouvez pas obtenir avec les rayons X de laboratoire. Pourquoi? Parce que l'hydratation se fait très vite. Et le temps d'acquisition, en général, pour des structures qui sont nano-cristallisées, ça veut dire qu'ils sont cristallisés comme les hydrates que je viens de vous décrire, mais qui sont cristallisés avec des toutes petites tailles et mal cristallisées, eh bien, il faut avoir un flux pendant au moins 24 heures
pour avoir un résultat. Or, en 24 heures, eh bien, l'hydratation évolue. L'hydratation du ciment, le matériau devient dur en 24 heures ou en 48 heures. Ce n'est plus le même matériau que vous avez mis avant. Donc, pour avoir un résultat, pour savoir quelles sont les phases qui se forment, il faut que vous ayez des flux extrêmement importants. Et il n'y avait que le synchrotron qui nous permettait d'avoir ces flux. Maintenant, nous avons le synchrotron Soleil, qui est encore plus puissant que le synchrotron Soleil, vous savez, qui fait partie de l'Université Paris-Saclay, donc qui est à Saclay, près du CEA, donc du Centre d'études nucléaires de Saclay. Eh bien, donc là, ça a été obtenu déjà avec Grenoble. Alors là, vous voyez que là, vous avez le temps en secondes. Et le temps 0, c'est le début du gâchage. Et là, vous avez donc 100 secondes, 200 secondes, 300 secondes, 400 secondes. Et pour chaque temps, petit t, eh bien, vous avez un spectre de rayons X. D'accord? Et là, vous voyez qu'il y a des phases qui se créent, qui disparaissent. Vous voyez, en l'espace de 100 secondes, il y a une phase qui se crée et qui disparaît, d'autres phases qui n'y aident pas et qui apparaissent, etc. Et ainsi de suite. Donc là, ces phases-là, eh bien, à moins d'être extrêmement calés, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est parce que les gens ils les ignoraient, étant donné qu'elles étaient uniquement formées pendant une centaine de secondes. Donc, si vous mettez telle molécule, telle chimie qui intervient dans le processus de l'hydratation, eh bien, vous avez des phases qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et avec un autre additif chimique, vous en avez d'autres, pour vous dire que à chaque constitution d'hydrate, eh bien, il y a des propriétés différentes qui sont associées. C'est pour ça que le mariage de la chimie avec les propriétés visco-élasto-plastiques est une source de potentiel d'innovation extrêmement importante. Ce que moi, je l'appelle la chimiomécanique, de la même manière qu'on parle de physico-chimique, ça veut dire le mariage de la physique et de la chimie, la physico-chimie, eh bien, moi, je l'appelle ça, donc, dans mes rapports, etc., la chimiomécanique. Ça veut dire le mariage de la chimie, des molécules qui, en petite quantité, interviennent aux interfaces des nanohydrates qui sont formés et qui orientent le développement de ces hydrates dans un domaine ou dans un autre. D'accord? Donc, ça, c'est une source de potentiel extrêmement importante. Là, par exemple, vous voyez, nous avons suivi par échographie. La même échographie que vous allez chez le médecin, vous demandez qu'il vous fasse une échographie. Donc, nous avons suivi par échographie la constitution donc, du ciment, des hydrates. Donc là, 0, c'est l'instant d'introduction de l'eau. Et là, vous avez l'heure. Donc, jusqu'à 40 heures, nous avons suivi par échographie la prise du ciment. Et nous avons, ici, nous avons étudié le module du coefficient de réflexion des ondes de cisaillement. Parce que vous savez que les ondes, nous avons des ondes de cisaillement par échographie. Nous avons des ondes de cisaillement et puis nous avons des ondes de compression, décompression. Donc, compression, décompression et cisaillement. Alors, le problème, ce qui est intéressant, c'est que les ondes de cisaillement, il faudrait que la structure soit constituée
qui soit percolé. La structure, ça veut dire les hydrasques soient collés les uns aux autres, ils aient percolé pour que l'onde de cisaillement puisse s'en aller, puisse progresser. Sinon, elle ne peut pas se progresser. Donc, vous voyez, là, est-ce que vous voulez que je vous arrête un moment avant de continuer, pour créer pour que vous preniez votre temps de pause? Quelqu'un me répond? Oui, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. On est parti dans de grands discours et j'oublie le temps qui passe. Donc, je vais vous reprendre d'ici un quart d'heure, ça vous va? Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre onglet, parce que j'avais mis seulement 2 heures pour cette conférence. Je vais mettre un autre onglet pour les personnes qui ne pourront pas se remettre. Cliquez sur l'autre onglet, l'onglet qui suit, pour nous rejoindre tout à l'heure. Bon, alors à tout de suite.